Bonjour! Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Mais pour commencer, petite précision, indiscret et vulgaire, ça ne veut pas dire la même chose. Donc je répondrai à toutes vos questions, sauf les questions grossières, vulgaires, etc. Sans transition, ou peut-être que si un peu quand même, j'enchaîne sur la première question. Maker Street, pourquoi tu es célibataire? Bah parce que c'est comme ça. En fait c'est pire que ça. J'ai bientôt 44 ans, ouais je sais. J'ai jamais vécu avec personne. Mais si un jour je trouve quelqu'un d'intéressant, vous inquiétez pas, je le laisserai pas partir. Ou plus exactement, je ne le virerai pas au bout de 15 jours. Mais non, n'ayez pas peur les garçons. Francis Chappet, comment ton homme prend-il le fait que tu es plus bricoleuse que lui? Si c'est bien le cas, oui, sans aucun doute. Tolère-t-il bien tout le temps que tu nous consacres? Alors, l'homme invisible n'est pas chiant du tout, il est formidable. Je l'aime. Remlantes, yeah! Pourquoi tu n'as pas de boucle d'oreille? Haha! Et comme c'est la première question, tu es obligé d'y répondre. J'adore, c'est dans la question. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Ça va me prendre un temps fou, je sais, je vais essayer d'être rapide et concise, ça va pas être simple. Pour m'aider, je les ai un peu rangées par thème. Pourquoi j'ai pas de boucle d'oreille? J'en portais avant, mais sauf que mes chiennes adorent me les bouffer, donc au bout de la deuxième paire, j'ai arrêté d'en mettre. Damien Zakin, j'espère que je ne suis pas indiscret. Quel est ton parcours scolaire, professionnel et comment as-tu appris à si bien parler l'anglais? Mon parcours scolaire, l'école supérieure de vente, qui inclut un diplôme d'anglais des affaires de la chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Le niveau est très élevé, mais après il faut pratiquer. Et donc quand j'ai commencé à travailler, c'était chez WorldCom, une boîte américaine qui est organisée de façon internationale. Ceux qui processaient les commandes étaient à Amsterdam. Ensuite, le Super Center qui gérait les tickets, les problèmes en fait des clients, c'était en Suède. Ensuite, il y avait plein de personnes aux USA, en Angleterre, etc., etc. Mon manager était anglais, parlait pas un mot de français, bien évidemment. Et donc voilà, ça m'a permis de pratiquer, d'écouter, de me faire à tous les accents. Et c'est pas facile au début, hein. Et puis en plus, je connaissais rien au télécom, donc j'ai tout appris sur le terrain. La palette des bricoleurs me pose un peu la même question. Je voudrais connaître ton parcours, tes études. Bricoludo, salut, que fais-tu dans la vie comme métier? J'ai été chef de projet et service manager, donc dans les télécoms. Tartampion, j'aime bien ton nom. Premier post pour moi, merci pour ton sourire et ta bonne humeur. Je ne loupe jamais tes vidéos. J'adore ton imitation du gosse de bois avec ton ami. À chacune de tes vidéos, j'y repense et je t'imagine dire « Je vais vous montrer comment j'ai fait ce tourniquet !» Et bah ouais, j'avoue que avant que je m'enregistre, ça me revenait souvent et ça me faisait bien rigoler. Et après d'ailleurs aussi la vidéo, et maintenant je suis redevenue moi. J'avoue que mon bonjour des débuts, il me vient d'Alain Vaillancourt, oui, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, je savais pas du tout comment m'y prendre, et je me suis dit que j'allais faire comme ce que je connaissais, sauf que j'avais pas de nom de chaîne, et donc voilà, j'ai juste dit bonjour. C'est un peu comme une béquille pour commencer. Bon, mais tout ça, c'est pas tes questions. Question numéro 1. Télécom Développement, LDCom, CGTEL, Neuf Télécom, SFR et Bouygues. Parmi ces opérateurs, tu as bossé chez qui? J'ai travaillé chez Neuf Télécom, SFR. Et 9 CGTEL, donc après le rachat de CGTEL, pas chez CGTEL tout court. LDCom, j'ai travaillé avec des personnes qui ont travaillé chez LDCom. Télécom Développement, non. Et jamais chez Bouygues. Meudon, c'est pas très loin de chez moi, mais c'est vraiment pas pratique en transport en commun. Et en bouchon, non. Question numéro 2. Tu confirmes ton projet de développer ton activité indépendante, YouTube, etc. Merci et surtout continue à nous divertir et à nous donner envie de nous lancer. Merci à toi, Tartampion. Oui, je confirme, mais je ne sais pas du tout où je vais. Je fais des vidéos, je développe des idées, je développe des sujets, je développe des partenariats, comme je peux. J'essaie de faire en sorte que la chaîne soit rentable, certains l'ont compris, mais je passe énormément de temps pour ça, à filmer, à monter les vidéos, c'est énorme. Et si je passe pas ce temps-là, ça fait pas de bonnes vidéos. Et en réalité, je passe assez peu de temps dans mon atelier. C'est assez frustrant, mais c'est comme ça. La semaine dernière, je crois que j'ai passé 2 jours. Je vous assure que je me suis pas tourné les pouces, hein. J'ai fait beaucoup de choses. Le temps passe très très vite. J'ai énormément de projets. C'est fou ce que je manque de temps. Sidali Merzouk. J'espère que ça se dit comme ça. Quel est ton objectif pro à venir? PS, j'aime beaucoup ta voix. Merci. Mon objectif pro à venir, développer ma chaîne. Je me poserai des questions dans quelques mois. En début d'année. Les entreprises recrutent surtout en début d'année, à partir de
février, c'est le tout début. Malgré ça, on me contacte, mais c'est souvent pour des postes qui sont pas très intéressants en fait. Il y a toujours des gens qui veulent s'acheter une Rolls-Royce au prix d'une Twingo, ils peuvent toujours essayer. En réalité, ce que je sais, c'est que si je veux trouver un travail alimentaire, c'est-à-dire pas intéressant, je pourrais trouver ça sans trop de difficultés. Je suis pas kamikaze. Au bout d'un moment, si je vois que je m'en sors pas et qu'il y a rien à attendre, ou alors que si, mais il va falloir attendre un peu plus longtemps, je vais prendre un job alimentaire. Et je pense qu'on peut faire d'une passion un métier sans pour autant passer son temps à faire de la publicité abusive. Moi, j'ai pas du tout envie de me forcer, vraiment pas. L'un de mes leitmotivs, c'est de dire toujours ce que je pense, de la façon dont je le pense, avec les mots que je veux utiliser. D'ailleurs, il me semble que la plupart des marques l'ont compris. Stormtrooper, aimes-tu les films de gladiateurs ? Eh ben, figure-toi que quand j'étais petite, j'adorais les films de gladiateurs. En fait, généralement, ça se passe à Rome, il y a des sculptures, j'adorais leurs fringues. Et les cheveux, pas les miens, mais les cheveux des, des sculptures. On a l'impression de vraiment voir le mouvement du vent dans les mèches. Et à cause de ces films, j'adorais la sculpture. C'est pour ça que la première fois que j'ai voulu faire quelque chose, c'était une sculpture. Changeons de sujet, j'ai donc rangé un petit peu les choses par thématique. Là, nous rentrons dans la thématique travail du bois, passion du bricolage. L'atelier d'Elvéanor, c'est-à-dire Eric, ou Jean-Marc de la Récup Azimuté vont me poser un petit peu la même question. Comment as-tu commencé le travail du bois ? Est-ce que tu es tombé dans la marmite en bois tourné provenant des forêts gérées durablement ? Toute petite. Oui, en fait, je suis tombée dedans assez petite. Mon premier souvenir lié au bois, c'était chez Monsieur et Madame Képès, des personnes pour qui mes parents travaillaient. Et Monsieur Képès s'est construit un atelier, en fait c'était une maison à côté de la maison. Il s'était acheté des machines à bois gigantesques. De mémoire, elles étaient en métal bleu-gris. J'adorais l'ambiance de son atelier. Il avait fait un escalier, je crois que c'était de l'acajou. C'est le souvenir que j'en ai, la couleur ça doit être de l'acajou. J'étais fascinée par les chutes, des morceaux triangulaires, ils étaient beaux. Il m'a demandé ce que j'allais en faire et je lui ai dit je sais pas mais j'en ferai quelque chose. Et ben ouais, j'en ai fait quelque chose des années plus tard. Pas des morceaux, mais de toute cette ambiance de ces moments-là, en fait. Je sais qu'après, je me suis fait une épée, c'était avec un bâton, et j'ai adoré. Mais en même temps, je me demandais si j'étais pas en train de faire une bêtise, parce que j'utilisais les outils de mon père, donc c'était un peu flippant en même temps. Et c'est seulement des années plus tard, parce que j'ai raté mon BTS, que je me suis mise à faire des trucs. J'ai pas voulu me réinscrire à l'année scolaire entière, parce que je l'ai raté que pour quelques points. Au début, c'était super. J'étais en vacances, mais au bout d'un moment c'est devenu très très flippant. Je savais pas ce que j'allais faire de mes jours, et donc j'ai commencé à faire des trucs. Et mon premier truc c'était une sculpture. Le plus long ça a été de trouver l'idée. J'avais trouvé la pierre, j'avais un marteau et un vieux tournevis. Je savais qu'il me fallait une idée parce que je voulais faire quelque chose de bien. Je voulais pas me mettre à sculpter et obtenir un truc sans intérêt. C'était pas facile, mais j'ai trouvé. Pour faire quelque chose de bien, il fallait que je fasse quelque chose qui représente quelque chose que j'aime. Donc la musique. J'ai fait une clé de sol, j'y ai passé des heures, j'étais super concentrée, j'essayais d'avancer comme je pouvais, de façon la plus logique possible. C'est seulement à la fin, quand je me suis arrêtée, parce qu'il commençait à faire froid dans l'atelier, que j'ai vu le résultat. Et là, c'était magique. J'ai eu en réalité l'impression que je n'avais fait que révéler ce qui se cachait dans la pierre. Comme si j'avais pris un pinceau et j'avais enlevé le sable dessus. Forcément, le lendemain, je me disais, ouais, mais ça, la magie va pas recommencer, c'était hier, ça marchera plus. J'ai eu peur au début, mais finalement, je me suis remis dans cette concentration. En fait, elle est venue toute seule, et ça a marché une deuxième fois. Et une fois que j'ai fini, je me suis dit, ah, mais je trouverai jamais une deuxième idée. En fait, la deuxième est venue juste après, et j'ai fait un truc beaucoup plus compliqué. Et puis après, je me suis mise à faire des tables, et puis après, je me suis mise à faire des mosaïques, et j'ai fait plein de trucs. Voilà. C'est comme si j'avais trouvé un filon intarissable. Et alors forcément, au début, je faisais comme je pouvais avec ce que j'avais, et l'imagination que j'avais, parce qu'il y avait rien. J'avais pas de bouquin qui parlait de ça, et quel bouquin ? Je savais pas vers quoi aller, ou trouver l'info. Donc j'observais, je regardais, je m'inspirais, et je faisais comme je pouvais. Je faisais en sorte que ça tienne la route. En permanence, pour chaque truc, c'est comme si je réinventais la roue. J'avais deviné qu'il y avait un montage particulier pour avoir beaucoup de force, qui faisait que une chaise ne se cassait pas la figure. Et donc j'étais en train d'imaginer ce que pouvait être un tenant et une mortaise. Pour faire une mortaise, il devait y avoir des machines qui facilitaient la chose, un truc qui fasse comme une perceuse et qui
j'étais en train d'imaginer une défonceuse. La première fois que je l'ai vue, mais c'était l'outil de mes rêves. David Rondier, alors tu me poses des questions aussi auxquelles j'ai déjà répondu. En revanche, quel est ton bois préféré et que préfères-tu fabriquer? Quel conseil pourrais-tu donner aux débutants qui débutent le travail du bois comme moi? Encore une fois, merci pour le t-shirt. De rien, David. J'ai pas de bois préféré, j'aime tout les bois. Et puis je suis vraiment loin d'avoir travaillé tous les bois. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est les défauts du bois. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup tourner, parce que en tournant, on peut mettre en avant toute la beauté des défauts du bois. C'est tout un savoir-faire que de savoir mettre ça en valeur. Que préfères-tu fabriquer? Je préfère fabriquer des choses dont j'ai besoin. Ça paraît bizarre de répondre comme ça, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que je conseillerais à un débutant. C'est de faire quelque chose dont il a besoin. Parce que si vous avez besoin de quelque chose en particulier, il y aura des contraintes. Des contraintes dans les dimensions et d'autres contraintes encore. En réalité, quand il y a des contraintes, on arrive à avancer un peu mieux puisque le choix est déjà un peu plus réduit, on sait là où on veut aller. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'un besoin en entraîne un autre. Vous aurez répondu à ce besoin-là, vous allez voir que vous en avez un autre à côté. Au fur et à mesure que j'avance, je vois que j'ai déjà répondu en partie à vos questions, donc je répondrai que aux nouvelles questions de vos messages. Jean-Louis Poumeau, qu'est-ce qui t'a amené à ton activité actuelle et pourquoi ce choix? Il y a d'autres questions dans ton message, mais cette question me rappelle celle de Stormtrooper, qu'il m'a postée il y a vraiment pas très longtemps. Vu que tu es passionné de bricolage, qu'est-ce qui fait que tu te sois retrouvé à travailler dans les télécoms? En fait, c'est le hasard. Il y en a qui prétendent choisir tout dans la vie, savoir là où ils vont, etc. On fait en partie des choix, mais faut pas prétendre qu'on choisit absolument tout et qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Les télécoms, c'est parce qu'à l'époque, ils cherchaient à avoir des personnes un peu plus ouvertes aux clients, un peu plus causantes. Et j'aime bien aussi la technique, j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler le bois d'ailleurs. J'aime bien comprendre comment ça marche, comment ça réagit, les techniques, tout ça me passionne et je ne saurais pas dire pourquoi. En même temps, est-ce que vous savez dire pourquoi vous aimez les choses? Parce que serais-tu tenté par des réalisations mêlant bois et résine époxy comme je l'ai vu sur des chaînes telles que Wood Art? Au début, je trouvais ça génial en fait, ces réalisations avec de l'époxy, les teintures bleues là. On dirait que la matière est en train de couler encore, c'est beau. On peut faire de très belles river tables, certainement plus facile à faire, sans aucun doute, que celles qui sont faites avec du verre. Mais en réalité, l'époxy, c'est du plastique. C'est un peu comme les finitions avec les vernis modernes. Évidemment, ils ont des qualités de résistance, ça protège énormément, mais il y a un rendu qui fait quand même un peu plastoc. Quand il y a trop de plastique, je suis pas très tentée. J'utilise déjà de l'époxy, mais vraiment que pour boucher les trous. Je trouve ça bien, en soi, ces réalisations, c'est joli, il y en a qui sont magnifiques. Des fois, on a l'impression de voir une forêt recouverte de neige ou des fonds marins. C'est beau, c'est très très beau. En matière de tournage, je m'entraîne encore côté technique de talonnage pour éviter de faire de l'arrachement. Les morceaux que j'ai ne sont pas pleins de trous. Un jour, j'y travaillerai peut-être un peu plus, mais pas tout de suite. Francis, de qui te vient la passion du bricolage en général et comment as-tu apprise? D'où ça me vient, j'y ai répondu. Où je l'ai apprise? Sur YouTube. Mon premier grand mentor, c'était Mark Spugnulo, The Wood Whisperer. C'est quelqu'un qui a une technique incroyable. Il est parfait au possible, même beaucoup trop, c'en est frustrant. Et puis aussi, j'ai regardé Copain des copeaux. C'était le seul français que je regardais. Longtemps après, j'ai découvert Alain Vaillancourt. YouTube nous fait gagner quand même un temps considérable et nous donne accès à tout un tas de trucs complètement gratuitement. C'est fabuleux. Fred Hunter. Je viens de recevoir Bois Plus et je lis l'édito où l'auteur parle de la place de plus en plus importante des boiseux dans le milieu du travail du bois. Peut-être même que le rédacteur pense à toi vu que tu écris pour eux. Est-ce que tu as un peu cette fierté de faire partie de celles qui font avancer les choses et qui font changer les mentalités? Peut-être que toi aussi, tu t'es heurté à ce mur virtuel des mentalités à œillères et as-tu eu du mal au début? Ça me rappelle surtout la première fois que je suis rentrée dans un magasin qui vendait des disques de jazz. Le vendeur m'a pris de haut. Je suis repartie ridiculisée. J'avais, je sais plus, 13-14 ans. J'avais déjà pris sur moi, rien que pour franchir la porte. Et puis, quand on vous regarde de haut et qu'on vous traite comme si vous étiez, non mais... Toi, tu t'intéresses au jazz, mais qui es-tu? Enfin, c'est ridicule. Au final, ça m'a retardé dans ma découverte du jazz, ça m'a frustré également, alors qu'il n'y a aucun mal à débuter.
Au contraire, on a tous les mérites, on devrait trouver ça super intéressant d'avoir affaire à quelqu'un à qui on a tout à apprendre, qui cherche à découvrir et qui s'intéresse à... Moi en tout cas, c'est mon plaisir de passer l'information, et s'il n'y avait pas des gens qui l'avaient fait, eh ben je serais pas au niveau où j'en suis actuellement, enfin, je suis pas à un niveau très très haut, mais j'aurais pas la chance de m'amuser autant, je n'aurais pas eu aussi envie de m'acheter autant de machines, je n'aurais certainement pas eu envie de découvrir autant de trucs. En fait, ça m'a fait gagner un temps fou considérable. On a tout à gagner dans le partage. Quand on donne, on reçoit plus, mais pas nécessairement des mêmes personnes. On donne à certains, on reçoit des autres. Et je peux en témoigner grâce à YouTube. C'est flagrant. En réalité, bien sûr que je me heurte à certaines personnes. Je pense à certains commentaires assez agressifs, liés à la gomme-laque, par exemple. On me prenait de haut en disant « mais qui t'es, toi, pour parler de la gomme-laque, et t'as vu comment tu fais ?» Mais c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas expliquer comment on fait avec la gomme-laque de façon ancestrale. Non, c'est un raccourci pour pouvoir utiliser la gomme-laque. Ça marche, et on n'est pas obligé de le faire de façon très compliquée. Mais il y en a que ça dérange. C'est comme ça, c'est la vie, c'est les gens. C'est pas facile quand on a affaire à tout un tas de personnes. De ça aussi, j'apprends. La meilleure réaction, c'est de ne pas réagir. Faut pas répondre à l'agressivité. Point. Faut juste comprendre que ces personnes-là n'ont rien à nous apprendre. Faut passer son chemin, c'est tout. David Fra, pourquoi cet engouement pour le bois? Comment cela t'est-il venu? Eh ben, pourquoi aime-t-on certaines choses et pas d'autres? Pourquoi aime-t-on? Parce que ça s'explique pas, tout simplement. Je continue à découvrir de nouvelles choses, hein. C'est clair que je suis vraiment très très loin d'avoir fait le tour du sujet. J'imagine que je serai jamais fatiguée de ce sujet-là. F4EGX Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos YouTube de ta passion? C'est un peu la même question de Serge H. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? Alain Vaillancourt, quand il a préparé son premier voyage en France, il a dit qu'il allait faire des formations pour expliquer aux Français comment faire du montage vidéo parce qu'il y avait très peu de chaînes françaises. Et c'est uniquement à ce moment-là que j'ai réalisé que, en effet, je regardais d'abord et avant tout que des chaînes américaines, anglophones, et il y en avait que 2 françaises. En réalité, c'est aussi parce que je regardais que des chaînes anglophones que YouTube ne poussait que des vidéos et des chaînes nouvelles anglophone. Et j'avoue qu'au début, c'était pas facile, hein. Ça c'est clair. Parler toute seule à une caméra, aujourd'hui, ça ne me coûte rien. Mais au début, c'est dur, c'est très dur. Et puis on se sent ridicule, et puis après quand on se voit c'est horrible. C'est pas facile comme exercice, mais c'est une étape à passer. Pour l'instant c'est loin d'être saturé. Si vous voulez commencer votre chaîne, allez-y, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. De toute façon vos premières vidéos, n'ayez pas peur, c'est vos premières vidéos. Forcément, elles seront pas aussi bonnes que la 10e, la 20e, etc. Quand je vois Eric de l'atelier d'Elvénor, il en est à sa 3e ou 4e vidéo. Eh ben, il y a une belle progression, hein. Franchement, c'est... Bravo Eric, c'est très très bien. Flunchy68, comment tu t'es lancé dans la menuiserie? J'ai déjà un petit peu répondu, hein. C'est comme Martyr MNZ, ça fait combien de temps que tu travailles le bois? En fait, précisément, j'avais une petite vingtaine d'années. Marc Serrazin, as-tu d'autres passions que l'amour du bois, bien sûr? Je travaille pas que le bois, et dans un futur relativement proche, je vais développer d'autres activités. Et il faut dire que aussi le bois, je le travaille de plein de façons différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une passion? Une passion, c'est les trucs qu'on fait ou les sujets qui nous attirent. Sur YouTube, j'ai aussi beaucoup appris au sujet de la peinture. Alors, je pratique assez peu, mais je peins. Comme je peux, hein. Le résultat est pas extraordinaire, mais je sais pas, j'aime bien peindre. Et aussi cette progression, cet apprentissage des couleurs. On voit plus les choses de la même façon. Quand vous creusez un sujet qui vous intéresse, vous apprenez beaucoup à côté. J'aime sculpter aussi, mais encore une fois, j'y connais rien. J'avance comme je peux en essayant de deviner les techniques. Alors peut-être qu'un jour, certainement même, je vais creuser le sujet de façon un peu plus académique, un peu plus guidée. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. J'aime bien le métal. J'aime aussi courir. Courir, j'aime
et j'aime pas en même temps. En réalité, il y a beaucoup de contraintes dans la course à pied, parce qu'il faut le faire régulièrement. Souvent, j'ai pas envie, je préférerais faire autre chose. C'est pour ça que quand j'habitais à Paris, je courais très très bien, avec une facilité déconcertante. J'ai pas retrouvé mon niveau, mais quand j'ai déménagé ici, j'avais toujours autre chose à faire que d'aller courir. Par résultat, j'ai beaucoup perdu. Ça a été extrêmement difficile de remonter la pente, mais en réalité, je regrette pas non plus, parce que aujourd'hui, je profite beaucoup plus du niveau que j'acquiers, de ce que je fais, alors qu'avant, j'étais surtout frustrée à chaque fois que je courais pas au top de ce que j'étais capable de faire. Finalement, vous voyez, c'est très instructif de perdre pour regagner. Changeons de sujet. Le sujet chouchou. Tonton Rudy, suis-je toujours ton chouchou? Fifi Ange, coucou Sylvie, c'est moi ton chouchou? Mais oui, vous êtes tous les deux mes chouchous. En fait, avec 12 000 abonnés, j'ai le droit d'avoir plusieurs chouchous, hein. Il n'y a pas d'exclusivité, j'en ai quelques-uns. Pas plus de 5. Promis. Et ne vous battez pas, hein, de toute façon, vous n'êtes pas du tout au même endroit. Il y a Rudy, il est dans le nord, il y en a un autre dans le sud, un autre à l'ouest, et puis Fifi à côté. Maintenant, les questions relatives à l'atelier et les sujets qui tournent autour. Bavaria62. Tu nous as parlé un peu de tes galères professionnelles, que souhaites-tu faire à l'avenir? Tu as un très bel atelier malgré la taille. Alors merci, hein. Oui, mon atelier n'est vraiment pas grand, et surtout il y a plein d'outils, et donc ça m'oblige à ranger les choses. Où achètes-tu tes machines en général? Sur le net, parce que ça coûte moins cher. Ça fait longtemps que l'on ne te voit plus travailler le métal. Tu n'aimes pas trop ça, ou c'est juste les projets qui te manquent? Et c'est pas les projets qui me manquent, c'est le temps. Mais dans pas longtemps, je vais retourner au métal, et de façon très différente, et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir commencer. Tu as pas mal de matériel, tu disposes de quelle surface pour ça? Ton atelier me semble être un garage, non, c'est un sous-sol. Alors, les dimensions, je crois que ça fait 6,50 m, pas 7 mètres en tout cas, sur moins de 3 mètres pour cette pièce. À côté, c'est ma buanderie, j'ai mon tour, beaucoup de bois pour le tournage, et puis j'ai le meuble pour les 3 machines. Le bois, comment tu le trouves? Où tu l'achètes? J'ai vu que tu te fabriquais des planches, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le bois ne travaille pas trop ensuite? Je l'ai acheté sur le Bon Coin il y a pas très longtemps, j'ai acheté tout un stock de chutes pour 100 €. Ma remorque était pleine, et ça c'est grâce à Greg. Merci Greg. Il faut faire attention parce que on peut acheter des trucs hors de prix sur le Bon Coin. Sinon j'en ai ramené du Portugal, il y a des gens qui m'en ont donné. Sinon on m'a aussi donné du bois de tournage. Le bois que j'ai coupé, je l'ai acheté à l'entreprise qui a coupé plein d'arbres dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et dans peu de temps, je vais faire une vidéo pour vous parler d'un moyen facile et gratuit de vous procurer du bois. Donc je vous en dis pas plus parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais tourner ça normalement la semaine prochaine, donc ça devrait arriver sous peu, vous inquiétez pas. Alors le bois qui est en train de sécher dans ma cabane, il s'est pas mal fendu aux extrémités. Pas sur ces planches-là, justement, sur les planches qui sont dans la cabane. Pourquoi? Je pense que c'est parce que dans la cabane, il y a des variations de température qui sont considérables. Ici, non, c'est pas autant aéré que dans la cabane, mais je crois que l'aération ne compte pas tant que ça. Il faut pas que ce soit confiné comme ambiance, mais il faut surtout avoir un local où la température bouge assez peu. Quel est pour toi le meilleur traitement du bois, à part la gomme arabique? J'imagine que tu voulais dire la gomme laque. Selon les utilisations, pour un manche d'outils par exemple. Oui, t'as raison, c'est selon les utilisations en réalité. Puis après, c'est aussi en fonction du goût de chacun. Là aussi, j'ai pas fini de découvrir, je fais des tests, je vous dis ce que je pense de chaque chose. Après, à vous de faire votre expérience. Écoutez ce que disent les autres, mais ne les laissez pas penser à votre place, bien sûr. Pour un bol, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un produit de finition qui va répondre aux contraintes. Pour l'instant, je trouve que l'huile de bois de Chine, c'est ce qui réagit le mieux. Mais faites attention, hein. Il y a des personnes qui vous vendent un produit absolument dégueulasse, extrêmement nocif, et ils appellent ça de l'huile de bois de Chine, et c'est pas de l'huile de bois de Chine. Et si vous voyez dans la composition des H quelque chose, P quelque chose, ne l'utilisez surtout pas sur des bols ou des choses à destination alimentaire. C'est extrêmement nocif, c'est toujours suintant, ça pue l'huile de friture. C'est assez dégueulasse. Alors que l'huile de bois de Chine, c'est vraiment naturel, ça n'est pas du tout nocif, et ça sèche extrêmement vite. L'huile de lin également sèche et va avoir une pellicule à l'extérieur, mais cette pellicule est beaucoup plus fine, elle va mettre beaucoup plus de temps à apparaître. Donc, vous aurez lavé entre-temps votre bol, votre couteau, etc. Vous aurez enlevé l'huile avant qu'elle ait séché réellement. L'huile de bois de Chine, elle pénètre vraiment bien à l'intérieur, malgré le fait qu'elle soit très épaisse. On peut la diluer pour qu'elle rentre encore mieux, et
elle sèche et elle durcit très très rapidement. Quand on le polit derrière, on a l'impression qu'il y a un vernis et ce polissage ne part pas. Il est toujours pas parti. Il est exactement comme je l'ai présenté il y a quelques semaines. Il ne bouge pas, pourtant je m'en sers vraiment très souvent. Test outillage. Quel est ton outil dont tu ne peux plus te passer dans l'atelier? Quels sont tes prochains investissements en outillage? Alors l'outil dont je ne peux pas me passer, ça va être compliqué, hein. Je crois qu'il y a très peu d'outils dont je pourrais me passer maintenant. Une fois que je les ai, j'aime bien m'en servir. Il y en a peut-être un seul, mais je pense aussi que c'est parce que je sais pas bien m'en servir. C'est ma toupie. Mais dans un futur assez proche, j'espère, je vais aller voir Gérard Noriga, il va nous parler de la toupie. Et peut-être que, comme Vincent, je vais commencer à aimer utiliser cet outil dont je ne me sers que très peu. Mes prochains investissements, je viens tout juste de les faire, mais je ne vous en parle pas parce que c'est une surprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai hâte de m'y mettre, mais pour l'instant c'est pas encore planifié dans les choses à faire bientôt. Sébastien de Saint-Saulieu, que penses-tu de l'utilisation du bois de palette? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais bois, je pense que ce qui compte avant tout, c'est l'idée. Il y a tout un tas de personnes qui travaillent le bois de palette et qui font des choses merveilleuses avec. Je vous ai montré OP Palette, mais il y en a d'autres. Jean, il fait des trucs super avec. D'ailleurs, Jean fait de très très belles choses avec de l'époxy. Moi aussi, je l'utilise. J'en fais des requins poussoirs, des meubles également. Il peut aussi avoir de très très belles couleurs. Par exemple, quand il est resté sous la pluie et qu'il grise, c'est très joli. Ou alors, tout simplement, des reflets nacrés. Regardez ce beau requin poussoir. Plein de reflets nacrés. Olivier de Saute. Où te procures-tu du bois de bonne qualité et pas trop cher? Comme je l'ai dit, il faut chercher, ça se trouve. Le Bon Coin, c'est une des pistes. C'est vrai que c'est pas simple. L'atelier Récup Bois. Est-ce que tu vas te lancer dans l'impression 3D comme l'ont fait beaucoup de youtubeurs? Je suis pas super intéressée par ça. Tout comme les CNC ou Xcarve. Ça prend beaucoup de temps et c'est l'utilisation qu'on en fait qui m'intéresse pas des masses. Par opposition, quand je regarde certains tourneurs et les techniques qu'ils ont développées, oui, ça m'intéresse, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de sculpter après avoir tourné des formes, etc. Ça m'inspire. C'est très sympa de pouvoir graver son logo et sa signature, mais c'est très cher pour ce que c'est. Après, quand je vois Jimmy DiResta qui se fait des plaques pour ensuite pouvoir les imprimer, ça c'est intéressant. J'ai pas d'imprimante en fait comme Jimmy. Malheureusement j'adorerais. Elles sont superbes ces imprimantes, c'est magnifique. De les voir travailler et tout ça, c'est des belles machines. Et j'aime bien ces posters. Ils sont très sympas. Pour ce qui est de l'impression 3D elle-même, je pense que c'est très intéressant quand on fait des robots, quand on fait de l'électronique et qu'on a besoin de pièces bien spécifiques. En bois ça n'irait pas, en fer non plus. Le plastique c'est le plus approprié. C'est pas mon cas, donc l'impression 3D... Si c'est pour faire des choses en plastique qu'on peut acheter, remarquez, il y a des gens qui me disent la même chose au sujet du bois. C'est pas pareil avec une impression 3D, c'est la machine qui fait. Nicolas Thierry, j'ai une question qui me semble ne pas avoir encore été évoquée. Existe-t-il une Cypermobile? J'entends par là un véhicule utilitaire dédié à ta passion, genre camionnette, pick-up. Si oui, il serait sans doute intéressant de parler d'aménagement. Il n'y a pas énormément de vidéos à ce sujet en français. Non, je n'ai pas de Cypermobile, désolé, j'ai une remorque. Cela dit, Laura Kampf, elle est en train d'aménager son van. Dans ses vidéos, elle fait très très peu de commentaires. Elle a fait une table pliante, mais d'une ingéniosité extraordinaire. Franchement, il y a de l'idée, hein. Alors, malheureusement, je vais pas me faire la même table parce que j'en ai pas besoin. Ça prend très très peu de place et finalement, elle se retrouve avec une table qui a l'air quand même... bien grande. Alors peut-être qu'un jour j'aurai un utilitaire, mais franchement c'est pas du tout prévu. J'ai quelques questions par rapport aux débutants. Le travail du bois est vraiment un truc qui m'attire. J'ai un peu de place en sous-sol, mais sans hauteur sous plafond. 2 mètres max. Bah c'est un peu ce que j'ai, hein. Penses-tu qu'une combinée bois pas haut de gamme, soit jouable? Aurais-tu des marques à me conseiller? Une combinée bois, ça prend beaucoup de place, ça occupe certainement pas autant de place qu'une scie à format. Il faut quand même avoir pas mal d'espace autour de la combinée. Ça va pas être comme ma Dego Rabot, tu vas pas pouvoir la pousser pour la mettre là où c'est plus pratique en fonction de la dimension de tes planches. Dans mon atelier, ce serait pas possible. Il est trop petit. Quoi qu'il en soit, je pourrais pas la ramener dans mon atelier parce que je suis obligée de passer par un escalier.
qui est étroit, et voilà, ça descend. Une combinée, ça pèse extrêmement lourd. Quoi qu'il en soit, ça coûte très cher. Vous pouvez en trouver en deuxième main. Ça court pas les rues non plus, et c'est pas donné pour autant. Michael Wilfrat. Bonjour Sylvie, tu penses quoi de l'outillage comme une perceuse visseuse, meuleuse, scie sauteuse, les marques comme Titan de chez Brico Dépôt ou de chez Brico Marché? Tu t'es éclaté hein, sur l'orthographe. J'ai du mal à te lire. Les marques comme ça, tu penses... P-A-N-S-E. Tu penses que c'est du bon matos ou pas, ou à éviter? J'ai beaucoup entendu parler des outils Lidl. Je vais pas pouvoir vous dire si c'est bien ou pas parce que je les ai jamais essayés. J'ai acheté une meuleuse McAllister quand j'habitais à Paris. Vu le prix d'une meuleuse en soi, je vous conseille d'acheter une bonne marque. Le prix d'une meuleuse Bosch bleue, ça coûte un peu plus de 50 €. C'est dommage d'acheter quelque chose un peu moins cher, qui va faire beaucoup de bruit, qui va pas durer longtemps. Ça a commencé par le bouton qui restait pas appuyé. Utiliser une meuleuse en ayant l'obligation d'appuyer sur le bouton, qui est généralement très très dur, et ben il a fallu que je la démonte. Ça a remarché, il a recommencé à pas vouloir rester en place. Et puis au bout d'un moment, elle est morte. Je m'en suis pas tant servi que ça. En plus, elle vibrait énormément. Elle faisait énormément de bruit. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, pour ce qui est des outils de base, d'acheter de bons outils. Comme par exemple une perceuse ou une visseuse à choc, vous allez toujours en avoir besoin. La meuleuse pareil. En soi, ça coûte pas si cher que ça. Alors achetez des outils qui tiennent la route. Pour ceux qui sont bricoleurs très occasionnel, tout est relatif en fait, hein. Ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous faites et de vos capacités d'achat. On n'est jamais obligé d'acheter dans le très haut de gamme, mais aujourd'hui il y a des machines à batterie qui tiennent vraiment la route. Ma visseuse et ma perceuse, je m'en sers très régulièrement et je peux vous assurer que je les charge pratiquement jamais. Quand je l'ai acheté et que j'ai posté une petite vidéo sur Facebook, on m'a dit « Mais pourquoi tu t'as acheté ça? T'as pas besoin d'un truc pareil ?» Eh ben, je vous assure que c'est un vrai plaisir à utiliser. De temps en temps, j'ai vraiment besoin de sa puissance maximum et je m'éclate. J'ai aucun regret. Elle coûte cher, c'est clair. Je me suis fait un cadeau en me l'achetant, je me suis fait plaisir. Je sais que je vais la garder très très longtemps, tout comme ma perceuse. Et là, il n'y a pas de regret à avoir. Pas comme sur la Capex. Si vous voulez vous faire un cadeau, n'achetez pas une Capex. Parce qu'en plus, dans la vidéo, j'avais pas encore vu tous les défauts. La planche, elle est pas droite. Elle a 1 mm de jeu. Pierre est coiffier. Je désire me mettre au travail du bois depuis longtemps. Je n'ai pas du tout une formation dans le domaine. Penses-tu qu'il est possible d'être totalement autodidacte? Toi-même, es-tu autodidacte ou tu as fait des formations? Je suis totalement autodidacte. Ah, en revanche, j'ai acheté des formations sur le net. Donc il y a Max Pugnulo qui vend des projets où il vous explique les choses de A à Z. Et ça, là, j'ai énormément appris. Et ça, c'est important de voir comment une personne fait les choses de A à Z. C'est un exemple pour un cas pratique particulier. Vous allez pouvoir le reproduire sur d'autres projets que vous allez designer vous-même. Quand vous êtes avec un formateur, il va vous observer, normalement, et il va vous dire... vous donner des conseils sur ce que vous faites pas bien. Avancer accompagné, ça permet d'aller beaucoup plus vite, quoi qu'il en soit. Quel budget faut-il consacrer pour commencer? Et bien sûr, le matériel à avoir. C'est souvent une question qui vient dans ce sens-là, alors que je pense que c'est dans l'autre sens qu'il faut la prendre. Il faut d'abord décider de ce que tu veux faire comme premier projet, et pour ce projet-là, tu vas avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Donc tu vas te les procurer, soit en les achetant, soit en les empruntant, soit en les louant. Pour un premier projet, il faut pas faire quelque chose de très compliqué. Il y a une chose qui attire souvent, c'est vouloir faire son établi. Alors moi j'ai fait un établi vraiment extrêmement fonctionnel par rapport aux besoins que j'ai. Mais c'est pas un vrai établi. On doit pas pouvoir le bouger. Le mien, il doit pouvoir bouger. Quand je rabote, il est pas stable. Quand j'aurai la place un jour, j'adorerais me faire un superbe établi. Je conseillerais plutôt de commencer par une table, un tabouret, un maillet. Pour faire une table, tu aurais besoin d'une dégo rabot. Eh ben moi j'ai commencé à faire des tables sans dégo rabot. Ce qui compte avant tout, c'est de faire et d'arriver à un résultat qui tient la route. Pas nécessairement de faire dans les règles de l'art. Pour ton deuxième projet, tu vas déjà avoir un certain nombre d'outils. Et c'est au fur et à mesure que tu vas te constituer ton atelier. Je déconseillerais complètement
aux gens de commencer par acheter les outils, parce que sinon, vous allez faire comme ceux qui voudraient bien se mettre à courir, ils s'achètent une super paire de baskets, les habits qui vont avec, et en fait, ils vont pas courir. Il faut d'abord s'y mettre, et ensuite, on achète en fonction de ce dont on a besoin. Un certain nombre d'entre vous m'ont donné de très bonnes idées pour des sujets de vidéos. Et puis, il y en a d'autres qui me demandent de faire des vidéos, et j'ai déjà prévu de les faire, comme par exemple Yves Mazni. Vous avez réalisé des objets en bois vert et utilisé différentes finitions. Alors, Yves, tu peux me tutoyer, hein, moi je tutoie tout le monde. C'est gentil de me vous voyez, mais j'ai l'impression d'avoir 40 ans. Avec le recul, pourrions-nous connaître l'évolution dans le temps de vos objets en bois vert et la tenue de vos finitions et bien sûr votre avis par rapport à ceci. Alors c'est prévu et je l'ai déjà fait en partie. De toute façon je compte encore faire d'autres vidéos pour parler de la finition, de la stabilité des choses, de comment ça évolue dans le temps. C'est vrai, c'est très important. Peter, parle-nous un peu de ta ponceuse cylindrique. J'imagine que c'est la ponceuse calibreuse. Son utilisation dans les projets, fait-elle beaucoup de poussière? L'utilises-tu souvent? Car peu d'infos sur ce type de machine. Je suis d'accord, et tu n'es pas le premier à me l'avoir demandé. Moi aussi, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus avant de l'avoir acheté. J'ai vu Marc Spugnuolo s'en servir, je me suis dit waouh, c'est une super machine. C'est une super machine, mais comme c'est l'entrée de gamme de Jet, on se demande si elle est bien ou pas, si elle est facile à utiliser. Ça fait un petit moment que je l'ai, je vous parlerai de tout ça dans une vidéo. Pour l'instant, j'ai contacté Jet, et comme je vais leur faire de la pub, eh ben j'aimerais autant que ce ne soit pas gratuit. Comme c'est moi qui vais vers eux, je sais pas ce qu'ils vont dire. Il y en a qui ont du mal à accepter ça. Pourquoi est-ce que je ferais tout ça gratuitement? J'y consacre énormément de temps, toutes mes journées là, et c'est de très longues journées, je vous assure, je ne fais que ça, travailler pour ma chaîne YouTube. Et pour l'instant, ça me rapporte vraiment pas grand chose. Je suis loin, vraiment très très loin d'être capable d'en vivre, ne serait-ce même que d'être capable d'aboutir à un montant mensuel équivalent au RSA. Le jour où je réussirai à le dépasser, je serai contente. Mais ça me permettra pas de faire grand chose. Après, ceux qui comprennent pas, ben... voilà, c'est qu'ils comprennent pas trop le fonctionnement de YouTube. Par principe, on est influencé par les machines qu'on voit dans l'atelier d'un tel et d'une telle. Moi, je suis la première à être influencée de cette façon-là. Et c'est pas pour rien qu'on nous appelle des influenceurs. Donc, pourquoi faire gratuitement de la publicité pour des entreprises qui profitent de nos services? Et en réalité, pour vous, ça ne change rien. Surtout si je continue à parler exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vous parle des machines que j'aime utiliser, et je vous dis pourquoi je les apprécie, et surtout, je le dis comme je le sens. Et pour moi, en tout cas, c'est ma règle de conduite, donc ça ne risque pas de changer. Si on a à qui ça déplaît, bah j'y peux rien, désolé. Maker Street, à quand un beau projet créatif dans un domaine que tu ne maîtrises pas encore, histoire de changer un peu d'univers? Eh bien, dans pas longtemps, j'espère. Franchement, j'ai hâte de m'y mettre, et justement, j'ai un premier projet que je vais faire comme un défi. Je n'y connais rien, je veux arriver à tel résultat, voilà le matériau que je vais utiliser qui n'a rien à voir, mais je vais le faire. Et on va voir combien de temps ça me prend, et on va voir le résultat, et je pense que ça risque d'être très, très drôle en tout cas. Maxime B, pourquoi fais-tu que du tournage? Je fais pas que du tournage, hein, c'est clair. Mais je suis désolée pour toi, parce que je pense que je vais en faire encore plus. J'ai très envie de faire plein de trucs autour du tournage. Serge Cheval, j'aimerais passer des vacances au Portugal. Certains de mes amis me disent que le sud, c'est sa paire, mais il y a beaucoup de touristes. D'autres me disent le nord, moins de touristes, mais des coins extra. Qui croire? Alors, moins de touristes, mais des coins extra, c'est pas en opposition, hein. Bon, cela dit, je suis d'accord, dans le sud, je n'y suis jamais allée, parce que justement, c'est pour les touristes. Cela dit, il y a de très très beaux paysages, il paraît. Mes cousins portugais qui vont là-bas, souvent on leur parle en allemand ou en anglais, et ils rappellent hey, vous pouvez nous parler en portugais, on est portugais. Pour le reste du Portugal, ça fait à peu près 10-20 ans que je vois des touristes. Avant, il y avait 0 touriste. C'était super. Mais bon, ça reste super quand même, hein, faut pas exagérer. De toute façon, si vous allez dans les terres, si vous allez dans le nord, moi je connais bien le nord, mes parents sont de là-bas, je me suis beaucoup baladée au Portugal et je suis loin d'avoir fait le tour des choses qu'il y a à faire. Et pourtant, je vous assure que j'en ai fait un paquet. C'est magnifique. Moi, j'adore l'architecture, les paysages,
Et, c'est bien connu, on y mange merveilleusement bien. Faut faire attention au resto où on va. Choisissez plutôt ceux qui ressemblent à rien. On dirait des vieilles cantines qui sont pas jolies du tout. Souvent, ils ont 1 ou 2 plats. C'est là que vont les Portugais à midi, parce qu'en plus, on y mange pour pas cher. Donc les gens s'embêtent pas à faire à manger le midi, ils vont au resto. Donc dans ces restos-là, c'est vraiment vous y mangez comme si c'était chez ma mère, quoi. Dadou Denlou. Je te trouve un peu palote, comptes-tu venir emménager dans le sud, avant la retraite bien sûr, sinon, question indiscrète, tu as l'air de kiffer Mathieu David, c'est bon, tu l'as pécho? Mathieu David a quand même 15 ans de moins que moi, mais c'est vraiment quelqu'un de génial, hein. On a de très très bonnes conversations ensemble, il m'a donné des devoirs à faire, j'ai pas encore commencé, mais c'est un très très bon exercice. Vous verrez ça bientôt, pas tout de suite, mais... un jour. Sinon, aller dans le sud, bah ouais, j'adorerais. Mais peut-être pas dans le sud-sud, là où il y a des gens, dans le sud où il y a moins de gens, en fait. J'aime bien le calme. Mais c'est vrai, j'aime bien la chaleur aussi. Arestier Philippe. Je viens d'installer un Dust Commander pour mon aspi, mais j'ai un peu de mal à trouver un tuyau assez long. Peux-tu nous faire un rappel? Par contre, juste une astuce toute simple pour éviter la déformation du bidon dans lequel tu installes ton dispositif, un croisillon en bois et c'est tout bon. Je pense que ça doit pas gêner pour la poussière quand tu vides. Non, c'est vrai, c'est une... paraît pas mal comme idée. Quand on installe un Dust Commander, on va relier le Dust Commander à l'aspirateur. Et là, on n'a pas besoin d'avoir un tuyau très très long. En revanche, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un tuyau très long pour aspirer. Généralement, on récupère le tuyau de l'aspirateur qu'on a déjà avec le, je sais pas comment ça s'appelle, le balai là de l'aspirateur. Celui de ma Makita, il était pas spécialement long. En revanche, j'en ai acheté un pour le Mirka, ça coûte assez cher. Vous avez donc le balai, c'est vrai, il a l'air d'être en inox, avec un long tuyau. Et en fait, vous voyez, il est tout là-bas, et je peux venir aspirer jusqu'ici. Ça fait plus que la moitié de l'atelier sans avoir à bouger l'aspirateur. C'est très sympa. Il doit faire plus de 3 mètres. Pour ce que j'ai acheté, moi, avec le Dust Commander, c'est un tuyau qui est pas super long. Il est pas de super bonne qualité, il s'écrase un peu facilement, mais pas tant que ça non plus, faut pas exagérer. Et surtout, ce qui est le plus embêtant, c'est les adaptateurs qui sont pas adaptés. Pour éviter de vous embêter, achetez un kit d'adaptateurs, puis ensuite vous chauffez et vous les mettez. Régis Montigny, bonjour Sylvie. Comment es-tu arrivée en France par amour de notre pays? Je suis née en France, je suis française, avec des origines portugaises. J'ai vécu en France toute ma vie, je suis née d'ailleurs pas loin d'ici, à Meulan. Je voyage pas beaucoup, hein. C'est mes parents qui ont émigré. J'ai vécu toute ma vie en France, j'ai fait mes études en France. Voilà. Christophe, alors ton message n'est pas facile à lire, je vais essayer de l'interpréter. Je me disais que si tu crées très manuel ou Maurice, selon les goûts, calembour, serais aussi-tu forte en cuisine? En plus, t'inverses les mots. Serais-tu forte aussi en cuisine? Je suis pas mauvaise en cuisine. J'aime bien cuisiner quand c'est pour partager avec les autres. Ça me fait plaisir. Quand c'est au quotidien, pour moi, je m'en passe. Donc généralement, je fais à manger pour beaucoup trop longtemps. Ouais, pendant 3 jours, je vais manger la même chose. C'est pas non plus la fin du monde, hein, mais bon, c'est comme ça. J'en connais un qui est extrêmement bon cuisinier, et c'est Vincent Lavarenne. Sa confiture d'orange amère. Et ben la prochaine fois qu'il en fait, je vais aller l'aider. Il m'a fait goûter. Je vous assure que, je sais plus, une demi-heure après, j'avais encore un goût d'épices dans la bouche. C'est fabuleux. Il y a toutes les confitures d'orange et cette confiture-là. Si vous êtes gentil, je filmerai et on partagera tout ça. Lucie Saran. Serait-il possible de venir faire les portes ouvertes en février au lycée du Bois et de l'ameublement de Revel? Revel, c'est dans le sud, c'est entre Toulouse et Montpellier. Ah bah c'est pas à côté, hein. J'aimerais tellement vous faire découvrir mon lycée et toutes ces formations magnifiques. J'en serais ravie, mais c'est pas à côté, donc j'ai rien de prévu dans le sud en février. Désolée. Et sur le même thème, la palette des bricoleurs me demande si on peut me retrouver au salon de l'habitat à Rennes en octobre. Bah non, j'ai pas prévu d'y aller. J'ai prévu d'aller au Makers Central en mai prochain, qui se passe en Angleterre, à Birmingham. Et ça,
Je m'en réjouis d'avance. Je pense que je vais rencontrer beaucoup de mes super-héros. Et puis surtout, je vais rencontrer The Red Smith. Et ça me fait super plaisir. Si je le rencontre pas avant, sait-on jamais. Et pour finir, un certain nombre d'entre vous m'ont remercié. Titi, pas de questions particulières à te poser, juste continue à faire des vidéos. Je n'en loupe pas une. Hâte de voir la prochaine. Dunge 43, pas vraiment de questions Sylvie, mais plutôt un encouragement, continue. Merci à vous deux. Je trouve tes vidéos plaisantes et utiles. Fantastique. Merci à toi, Thibaut Dutertre. Tu fais de très belles vidéos, continue comme ça, on aime bien. Merci à vous tous, merci de votre participation massive. J'espère que je réussirai à faire une vidéo pas trop longue. Merci pour vos encouragements et à bientôt.